Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. L'air matinal à l'intérieur du domaine Pascal était froid, mais rien comparé au froid qui envahissait la poitrine de Sophia Ethan. Le silence entre elle et Richard s'était étiré au fil de l'année, mais aujourd'hui, il était complètement brisé. Debout dans la grande cuisine, celle qu'elle utilisait et occupait quotidiennement depuis 7 ans, elle regardait Richard Pascal, son mari, jeter une pile de papiers pliés sur le comptoir. Les papiers du divorce. Sans émotion. Sans avertissement. Signez-les, Sophia. Vous n'êtes plus la femme dont j'ai besoin à mes côtés, dit-il en sirotant son café noir comme n'importe quel lundi. Elle en eut le souffle coupé. Ses mains tremblaient. Richard, on l'a dit pour le meilleur et pour le pire, commença-t-elle, la voix craquant comme de la glace sous la pression. Et j'ai eu le pire, lança-t-il en s'éloignant dans un costume gris sur mesure, ses chaussures cirées résonnant sur le carrelage. Elle le suivit, toujours vêtue de sa vieille robe et de ses pantoufles, les cheveux défaits, les yeux gonflés par les larmes de la nuit précédente. Il ne se retourna même pas. L'homme qu'elle aimait depuis l'université, qui courait après les bus juste pour la surprendre avec des fleurs sauvages, était devenu un étranger portant son visage. Mais ce qui la transperça plus que le divorce, ce fut la suite. Au pied de l'escalier se tenait Lilian Patrick, blonde et impeccable, riant dans son téléphone, appuyée contre la rampe comme si elle était la maîtresse des lieux. Vêtue de rouge, elle avait l'air audacieuse et suffisante, tenant les clés de la vie de Sophia. Elle ne broncha pas lorsque Sophia descendit, brisée. Au contraire, elle esquissa un sourire narquois. « Tu n'auras plus besoin de ton placard, je suppose », dit Lilian d'un ton froid, désignant la gouvernante chargée de mettre les affaires de Sophia dans des sacs poubelles. Richard descendit, son bras effleurant nonchalamment celui de Lilian, et pour la première fois, Sophia réalisa que cela durait depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. « Où suis-je censée aller, Richard » demanda-t-elle d'une voix rauque, chaque syllabe étant une prière pour implorer la miséricorde. « Ce n'est pas mon problème » répondit-il sans émotion. « Tu as toujours dit que tu étais fort. Va le prouver. » C'était ça. Aucune explication, aucune conclusion. L'homme pour qui elle avait renoncé à ses rêves, celui qu'elle soutenait alors que son entreprise n'était qu'une idée griffonnée sur des serviettes en papier, choisissait maintenant Lilian sans sourciller. Le cœur de Sophia se brisait à des endroits dont elle ignorait l'existence. Son amour avait été jeté comme les journaux d'hier, et la maison qu'elle avait construite ne lui appartenait plus. À midi, les portes du domaine s'ouvrirent pour la dernière fois au nom de Sophia. Le chauffeur qui lui tenait autrefois la porte la regarda à peine. Avec seulement 2 sacs à la main, l'un rempli de vêtements froissés, l'autre de souvenirs s'estompant, elle sortit, abasourdie par le froid mordant du début du printemps à Brighton. Elle n'avait ni famille à proximité, ni véritables amis. Richard avait fait en sorte, au fil du temps, que son univers ne tourne qu'autour de lui. Lilian envoya un baiser depuis le balcon, comme pour se moquer d'une sortie de feuilleton, tandis que Richard fermait les portes vitrées derrière eux, scellant cette année comme si elle n'avait jamais eu d'importance. Sophia ne pleurait pas encore. Elle s'éloigna lentement, un pied après l'autre, vers nulle part. Son esprit était en proie au chaos. Où dormirait-elle? Que mangerait-elle? Mais surtout, pourquoi avait-il cessé de l'aimer? Alors que le domaine disparaissait derrière elle, Sophia Ethan réalisa la douloureuse vérité, elle n'était pas seulement divorcée. Elle fut abandonnée. Sans argent, sans abri et sans personne pour l'attendre, la trahison devint sa nouvelle réalité. La nuit tombante à Brighton était impitoyable, et le vent du début du printemps était plus tranchant que n'importe quelle lame. Sophia Ethan serrait son manteau plus fort autour de sa silhouette frêle, les doigts déjà raides par le froid. Elle avait erré pendant des heures après avoir été mise dehors, passant devant des cafés illuminés où elle ne pouvait entrer, devant des musiciens de rue dont la musique sonnait comme une cruelle parodie de sa douleur, devant des maisons illuminées d'une chaleur qu'elle n'avait plus. Elle n'avait pas mangé. Elle n'avait rien dit. Le choc lui collait encore à la peau comme du givre. Ses pieds lui faisaient mal, mais elle continua à marcher jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Elle s'arrêta derrière une librairie au volet fermé, au bord d'une ruelle étroite, où l'odeur du vieux papier et de la brique humide emplissait l'air. Un petit auvent pendait à la sortie arrière du magasin, à peine suffisant pour la protéger de la pluie qui commençait à tomber. N'ayant plus d'autre choix, elle s'assit, replia ses genoux contre sa poitrine et appuya sa tête contre le mur froid. Il n'y avait pas de mots pour exprimer à quel point elle se sentait mal.
Elle n'avait plus rien. Pas même d'espoir. Les heures s'éternisaient comme des fantômes. Chaque voiture qui passait ne faisait que lui rappeler que le monde continuait de tourner, indifférent à la femme qui se figeait lentement derrière une boutique oubliée. Son manteau était trop fin. Ses pantoufles étaient trempées. Le froid n'était pas seulement physique, il pénétrait ses os, ses souvenirs. Ses pensées dérivaient dangereusement. Elle se souvenait du dernier dîner de Noël qu'elle avait préparé pour Richard. Elle avait décoré la table de bougies, de ses plats préférés et d'un petit mot sur lequel on pouvait lire « Pour chaque version de toi, je serai toujours là ». Cette version de lui, celle qui souriait et disait merci, avait disparu, engloutie par un homme qui vivait désormais avec une autre femme. Un étranger. Un traître. Une voix la fit sursauter. Un homme qui passait, probablement ivre, rit au loin et la désigna du doigt, la traitant de fantôme perdu. Elle ne répondit pas. Elle n'avait presque plus d'énergie. Même les larmes qui lui piquaient les yeux ne pouvaient couler. Elle n'avait plus rien à donner, ni à elle-même, ni à la nuit. À un moment donné, l'épuisement l'emporta. Sophia s'endormit, non pas dans un sommeil paisible, mais dans une sorte d'inconscience de survie. Celle où le corps se repose parce qu'il le doit, non parce qu'il le peut. Elle ignorait l'heure qu'il était lorsque ses yeux s'ouvrirent brusquement au son d'un tonnerre lointain. Son corps tremblait violemment, sa peau était engourdie. Elle serrait ses genoux, essayant de rester éveillée, craignant de ne pas se réveiller en fermant les yeux. Ses lèvres étaient gercées. Son souffle s'embruma. Elle regarda le ciel et murmura « S'il vous plaît. Si quelqu'un n'écoute. » Ce n'était pas une prière. Pas exactement. C'était le dernier murmure d'une femme abandonnée, brisée et meurtrie par la trahison. Elle ferma à nouveau les yeux tandis que la bruine se transformait en pluie et que la ruelle disparaissait derrière un voile gris. Personne ne venait. Personne ne s'arrêtait. Sophia et Tan dormaient derrière un magasin, dans un froid glacial. Telle était sa nouvelle réalité. La pluie avait cessé à l'aube, mais le froid persistait, s'installant profondément dans les articulations de Sophia comme une punition. Ses muscles la faisaient souffrir tandis qu'elle regardait fixement, désorientée, le corps recroquevillé sous l'auvent rouillé de la librairie. Ses cheveux étaient trempés, son manteau lourd d'humidité et ses lèvres pâles. Elle essaya de se lever, mais tituba, sa vision se brouillant un instant avant de se stabiliser. De l'autre côté de la rue, un modeste café aux vitrines à rabat et aux lumières vacillantes apparut. C'était un de ces endroits matinaux qui ouvrent avant le monde. Elle y était passée maintes fois, lors de ses meilleurs jours avec Richard, sans jamais s'y arrêter. Cela ressemblait à une bouée de sauvetage. Avec le peu de force qu'elle avait, elle traversa la route. Ses jambes faillirent céder lorsqu'elle ouvrit la porte au son d'un léger carillon. La chaleur et l'arôme du café infusé la frappèrent comme un souvenir inattendu. Les têtes se tournèrent lorsqu'elle entra, trempée et tremblante. Personne ne dit mot, sauf une femme derrière le comptoir qui s'avança aussitôt, inquiète. « Mon Dieu !» haleta la femme. « Assieds-toi. » Tout de suite. Elle s'appelait Nora. La cinquantaine, ronde, avec des boucles grisonnantes nouées dans un foulard rouge, elle ressemblait à une tante préférée et parlait comme quelqu'un qui ne supportait pas les bêtises. Elle guida Sophia vers une chaise près d'un radiateur portatif et l'enveloppa dans un châle écossais propre. Une tasse de thé chaud arriva quelques instants plus tard, suivie d'un croissant chaud. Sophia était trop faible pour protester. Elle but et mangea les mains tremblantes, des larmes coulant silencieusement sur son visage, non pas de tristesse, mais du soulagement bouleversant de la gentillesse. « Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit pour l'instant, » dit doucement Nora en s'asseyant en face d'elle. « Mais il est clair que tu as passé la nuit dehors, et je ne te renvoie pas. » Elle ne posa pas de questions indiscrètes. Elle n'exigea pas d'explications. Elle vit simplement une femme au bord du gouffre et décida d'agir. Lorsque le café ralentit en milieu de matinée, Nora apporta un double de clés, une douche chaude et un pyjama en flanelle pliée. Au-dessus du café se trouvait un petit loft, une chambre, un fauteuil usé et une lucarne qui sifflait au vent. Ce n'était pas grand-chose, mais pour Sophia, c'était un palais. « Tu peux rester ici pour l'instant. Viens aider au café quand tu te sentiras assez forte, » dit Nora en remuant la literie de ses mains expertes. « Je n'accepterai pas un refus. J'ai été seule aussi, tu sais. Des femmes comme nous, on ne plie pas, on grimpe. » Sophia essaya de parler, mais en vain. Sa gorge se serra d'émotion. Les mots ne venaient pas. Elle hocha simplement la tête,
submergée par la chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines, non seulement physique, mais humaine. Allongée cette nuit-là sous des draps propres, au sec, le ventre plein, elle ne pleura pas de désespoir. Elle pleurait parce que quelqu'un l'avait vue, vraiment vue, et avait décidé qu'elle valait la peine d'être sauvée. Pour la première fois depuis que Richard avait fermé cette porte, Sophia se disait que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas la fin. Le café était modeste, de ceux qui sentaient la brioche à la cannelle et la seconde chance. Sophia avait commencé à travailler discrètement, reconnaissante de la générosité de Nora et déterminée à gagner sa vie. Elle débarrassait les tables, lavait la vaisselle et remplissait les tasses de café, ses gestes étant prudents et presque silencieux. Bien qu'elle fût encore meurtrie par les blessures de la vie, il y avait une douceur dans ses mouvements, presque comme si elle essayait de ne pas perturber le monde qui l'avait déjà blessée. Les clients remarquaient sa gentillesse, sa façon de se souvenir de leurs commandes et de proposer du sucre supplémentaire sans qu'on le leur demande. Mais elle restait discrète, ne restant jamais trop longtemps à une table, n'en offrant jamais trop. C'est un mardi matin calme, alors qu'elle essuyait le comptoir, que la porte sonna et qu'un homme entra, dont la présence bouleversa l'atmosphère comme un changement de temps soudain. Il portait un trench coat anthracite et des gants de cuir, le genre d'homme qui donnait l'impression de posséder des immeubles plutôt que de les visiter. Il s'appelait Michael Pascal, même si peu de gens le connaissaient de visage. C'était le cousin éloigné de Richard Pascal, un magnate des technologies et des médias qui avait bâti son propre empire après avoir rompu les liens avec la famille depuis longtemps. Contrairement à Richard, Michael n'était pas intéressé par les projecteurs. Il investissait discrètement, vivait modestement malgré ses milliards et possédait une propriété privée près de Brighton, où il restait presque seul. Il n'avait pas prévu de s'arrêter au café ce jour-là. Mais une crevaison et un conducteur retardé l'avaient conduit à l'épicerie du coin que tenait Nora. Il entra, épousseta les gouttes de pluie de son manteau et remarqua immédiatement Sophia. Non pas à cause de sa beauté, pourtant présente, mais à cause de sa présence. Elle avait une grâce qu'on n'enseigne pas, une résilience silencieuse, une élégance même dans l'épuisement. Leurs regards se croisèrent l'espace d'une seconde. Elle sourit brièvement, puis se détourna pour finir de dresser un plateau de pâtisserie. Michael s'assit à la table la plus éloignée, s'imprégnant de l'espace, de l'odeur du vieux bois et du café frais. Il commanda un café noir et un scone au canneberge. Quand Sophia les apporta, il regarda ses mains, calleuses, délicates, fermes, puis ses yeux. Il y avait là de la douleur, profondément enfouie, mais aussi de la dignité. Elle lui dit doucement « Bon appétit » et s'éloigna. Il l'observa tout au long de son séjour, non pas d'un air prédateur, mais comme un homme étudiant un tableau chargé d'histoire. Quelque chose chez elle le troublait, non pas parce qu'elle lui était familière, mais parce qu'elle était réelle dans un monde de spectacle. Il laissa un généreux pourboire, plus que nécessaire, et demanda à Nora d'un ton détaché « Est-ce ta fille ?» Nora se contenta de sourire et répondit « Elle fait partie de la famille, maintenant. » Michael n'insista pas. Mais il revenait, curieux, non par intérêt, mais parce que quelque chose chez cette femme pliant des serviettes avec un soin discret avait ému quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les journées se fondaient dans une routine tranquille, des matinées baignées de vapeur de café, des après-midi à essuyer et ranger soigneusement, et des soirées où Sophia se retirait dans le loft au-dessus du café de Nora, les pieds endoloris et le cœur lourd. C'était un rythme qu'elle avait appris à apprécier, une pièce fragile à laquelle elle commençait à faire confiance. Mais son corps trahissait ce rythme ces derniers temps, des nausées au petit matin, une fatigue inhabituelle et des douleurs lombaires qui ne ressemblaient pas à des efforts au travail. Elle attribuait cela au stress. À un traumatisme, peut-être. Après tout, les dernières semaines l'avaient bouleversée comme un ouragan. Mais lorsqu'elle n'avait pas pu avaler une simple tasse de thé 3 matins de suite, même le regard inquiet de Nora s'attarda. « Tu dois aller à la clinique, ma chérie », dit finalement Nora en lui tendant un petit mot plié avec une adresse à proximité. C'est peut-être la grippe. C'est peut-être l'épuisement. Mais on ne le saura pas en devinant. Sophia hésita. L'idée d'aller en clinique la terrifiait, non pas à cause de la maladie, mais parce que cela exigeait des formalités administratives, des questions, une pièce d'identité. Elle avait à peine réussi à ouvrir un nouveau compte bancaire avec l'aide d'une amie de Nora, et elle ne voulait pas risquer un système qui pourrait la relier à l'univers de Richard. Elle y alla quand même. L'infirmière était gentille et ne posa pas trop de questions. Des prises de sang furent effectuées, quelques mots échangés, et Sophia s'assit dans la salle d'attente, contemplant son reflet dans un distributeur de café en métal. Elle paraissait pâle,
fatiguée et plus âgée que ses 31 ans. Quand son nom fut enfin appelé, elle se leva sur des jambes tremblantes et suivit le médecin dans une pièce où une seule phrase allait changer sa vie. « Madame Ethan, vous êtes enceinte. » Avec des jumeaux. Les mots ne lui parvinrent pas immédiatement. Elle cligna des yeux. « Des jumeaux » répéta-t-elle, comme une énigme. Le médecin acquiesça d'une voix douce. « Environ 9 semaines de grossesse. » Les 2 battements de cœur sont forts. Sophia resta assise un long moment, les doigts repliés sur ses genoux, le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou s'effondrer. Avec tous les chagrins qu'elle avait endurés, elle n'avait pas imaginé cela. 2 vies. 2 enfants. Les siens. Elle repensa à Richard, qu'il avait traité de stérile lors d'une de leurs dernières disputes. Comme Lilian riait derrière son épaule, se moquant de son corps défaillant. Et pourtant, elle était là. Enceinte. Avec des jumeaux. Elle pressa sa main contre son ventre, toujours plat et immobile, et des larmes jaillirent, non pas de peur, mais d'une incrédulité accablante. Quelque chose grandissait en elle. Pas seulement des bébés, mais un but. Le monde lui avait tout pris. Maintenant, son corps lui rendait quelque chose. Sophia se tenait devant l'imposante structure de verre de Pascal Holdings, le cœur battant, les mains tremblantes, serrant l'enveloppe contenant ses résultats numérisés. Elle n'avait pas prévu de revoir Richard, pas après la froideur avec laquelle il l'avait rejeté. Mais quelque chose en elle avait besoin d'une conclusion, d'une reconnaissance, ou du moins d'honnêteté. Il ne s'agissait pas de le supplier, mais de l'informer. Qu'il veuille ou non des enfants, elle méritait de le dire. Elle avait traversé la ville en train, parcouru les derniers pâtés de maison dans le vent froid, et se tenait maintenant face à face avec l'empire scintillant que son sacrifice avait autrefois contribué à bâtir. Elle l'avait vu esquisser ses premiers plans d'affaires sur le plan de travail de leur cuisine, à l'époque où il n'avait que l'espoir et des nouilles ramen. Il était maintenant assis dans le bureau du dernier étage, entouré de verre et d'or. Elle demanda à le voir. Après quelques hésitations, la réceptionniste informa quelqu'un à l'étage. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité la conduisit au hall d'entrée. Tout cela lui parut surréaliste, celle qui la replongea dans son monde d'autrefois, devenue une étrangère sans rien. La porte s'ouvrit. Richard se tenait près de la grande fenêtre, son costume bleu marine moulant parfaitement sa silhouette, sa montre-bracelet étincelante. Il se retourna lentement, les yeux plissés dès qu'ils se posèrent sur elle. « Tu as l'air différent », dit-il d'un ton neutre, faisant un geste sans proposer de siège. Sophia resta debout, les doigts crispés sur l'enveloppe. « Je suis venue te dire quelque chose d'important, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas venue pour l'argent ou des faveurs. » Richard eut un rire sec, acerbe, cruel. « Tu crois que ça m'intéresse ? Tu crois que cette performance, quelle que soit sa dimension dramatique, me fera perdre ce que j'ai fait ? » Elle prit une inspiration. « Je suis enceinte. 2 jumeaux. Ils sont à toi. » La salle se figea. Pendant une demi-seconde, Richard cligna des yeux. Puis il éclata de rire, la tête renversée en arrière, la bouche grande ouverte. « Incroyable, » dit-il entre 2 respirations. « Des jumeaux ? Moi ? Avec toi ? C'est pathétique, Sophia. » Il passa devant elle et ouvrit la porte du bureau. « Lilian. Viens ici. » Lilian entra quelques instants plus tard, les hanches déhanchées, le parfum lourd dans l'air. « Oh, regarde qui c'est, » dit-elle doucement. « La pauvre bête a-t-elle raté le manoir ? Ou la voiture ? Ou peut-être juste mon Richard ?» Sophia serra les dents, mais resta calme. « Elle dit qu'elle est enceinte, » dit Richard, incapable de contenir son amusement. « Avec des jumeaux. Les miens. » Lilian éclata d'un rire moqueur. « Oh, s'il te plaît. Tu n'as même pas réussi à retenir son attention, sans parler d'une grossesse. On dirait que quelqu'un cherche désespérément à se faire remarquer. » Elle s'approcha. « Flash info, chérie. Tout le monde s'en fiche. Il m'a choisi. » Le plus douloureux n'était pas les mots, mais le concert de rire qui a suivi. Dans cette pièce de marbre poli et de verre, Sophia se tenait seule, humiliée par l'homme qu'elle avait aimé et la femme qui l'avait remplacé. Personne n'a demandé à voir le scanner. Personne ne se souciait de sa vérité. Les derniers mots de Richard,
alors qu'elle se retournait pour partir, on scellait la blessure, allez élever vos enfants imaginaires dans le caniveau d'où vous êtes sortis. Et tandis que la porte se refermait derrière elle, le son de leur rire résonna plus fort que n'importe quel au revoir. Le vent hurlait comme un avertissement cette nuit-là, claquant contre les fenêtres du loft du café tandis que le tonnerre fendit le ciel. La pluie tombait à verse, martelant le toit avec une force implacable. Sophia marchait lentement sur les 3 parquets, une main sur son ventre tandis qu'une nouvelle contraction la secouait. Elle était trempée de sueur malgré le froid, sa respiration était courte et saccadée, ses jambes la soutenaient à peine. La douleur avait commencé plus tôt dans la soirée, douce au début, comme un murmure, mais à minuit, elle était devenue un rugissement. La tempête extérieure reflétait la tempête intérieure. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise, les jointures blanches, le dos cambré sous une nouvelle vague qui la déchirait. Nora était allée chercher des provisions plus tôt dans la journée et n'était pas revenue. Les routes étaient inondées. L'électricité avait été coupée 1 heure auparavant. Elle était seule. Et les bébés arrivaient. Sophia rampa vers le canapé, la respiration saccadée, priant pour retrouver la force qu'elle n'était pas sûre d'avoir encore. Elle réussit à sortir l'épaisse couverture de survie du coffre à linge que Nora avait rangé dans un coin. Son sac d'hôpital était prêt, mais inaccessible à ce moment-là, inutile à la porte. Une autre contraction le frappa, plus aiguë, plus profonde, plus définitive. Son cri fut étouffé par un grondement de tonnerre si violent qu'il fit trembler le plafond. Des éclairs aveuglants illuminaient la pièce. Elle se hissa sur le sol, les genoux tremblants. Elle ressentait une pression insupportable et pressante. Des larmes coulaient sur son visage, non plus de peur, mais de douleur. « S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, murmura-t-elle, le front collé au parquet. Dehors, l'orage grondait plus fort, des éclairs fendant le ciel comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient. Le premier cri brisa le chaos. Il était faible, minuscule, mais il était là. Sophia tendit la main entre ses jambes et souleva son premier fils, les mains tremblantes, sanglotant d'épuisement et de soulagement. Du sang couvrait ses jambes. Son corps hurlait. Mais elle le serra contre elle en murmurant « Joseph. Mon Joseph. » Elle eut à peine le temps de reprendre son souffle que le deuxième bébé fit irruption dans le monde. La douleur s'enflamma de fureur. Elle mordit une serviette pour étouffer son cri, poussant jusqu'à ce que ses muscles s'effondrent sous elle. Un autre cri. Celle-ci était plus forte. Elle les enveloppa tous les deux dans la couverture du mieux qu'elle put, les bras tremblants, ses lèvres murmurant des remerciements entre 2 hoquets. Dehors, la pluie continuait de tomber. À l'intérieur, dans une pièce éclairée uniquement par la lumière de l'orage et la foi, Sophia Ethan a accouché seule de ses jumeaux. Dans l'agonie. Dans la gloire. Au pouvoir. Le tonnerre gronda de nouveau, mais cette fois, elle ne broncha pas. Les jours qui suivirent la naissance des jumeaux furent un tourbillon incessant de couches, de nuits blanches et de cris doux et fragiles résonnant dans le minuscule grenier. Joseph et Joshua s'accrochaient à la vie avec la même férocité silencieuse qui caractérisait désormais leur mère. Sophia, pâle et endolorie par l'accouchement, n'avait guère pris de repos depuis cette nuit-là. Elle se déplaçait comme un fantôme, du berceau à la chaise, de la chaise au lavabo, survivant à l'instinct. Mais entre les tétées et les berceuses murmurées, elle s'est remise à écrire. Elle n'en avait pas l'intention. C'est arrivé comme ça. Son vieux carnet, autrefois enfoui au fond de son tiroir emprunté, refit surface lorsque Nora revint enfin après avoir été bloquée par la tempête. Le courant était revenu, mais l'électricité de Sophia venait désormais de l'intérieur. Les mots jaillissaient d'elle comme un souffle, brut et non filtré. Douleur, trahison, solitude et joie inattendue transparaissaient sur ses pages. Elle écrivait à travers les larmes, les bâillements, le silence de 2 heures du matin. C'était devenu sa thérapie, son ancrage. Sa voix revint sur le papier avant de reprendre la conversation. Un soir, Nora la surprit en train de gribouiller et lui demanda gentiment de lire une page. Sophia refusa d'abord, de peur de paraître brisée, niaise. Mais Nora persista. Elle lut un poème, puis un autre. Puis elle serra Sophia dans ses bras plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait. « Le monde en a besoin », murmura-t-elle. Sophia rit amèrement. « Le monde ne sait même pas que j'existe. » Mais Nora avait d'autres idées. À l'insu de Sophia, elle envoya quelques poèmes, dactylographiés, corrigés et rebaptisés avec amour,
à un vieil ami qui tenait un blog littéraire spécialisé qui gagnait discrètement en popularité à l'international. Ce blog était réputé pour sa capacité à révéler des talents inconnus. L'ami a publié les poèmes de Sophia sous le pseudonyme d'Ethan Gress, en référence au nom de famille de Sophia et à la puissance tranquille qui la définissait désormais. En 48 heures, un poème intitulé « La femme qu'il a oubliée » est devenu viral. D'abord au Royaume-Uni, puis dans toute l'Europe, puis aux États-Unis. Des milliers de femmes l'ont republié avec des légendes comme « Elle a écrit ma vie » et « J'ai ressenti chaque mot ». Sophia ne le savait même pas jusqu'à ce que Nora lui mette une tablette sous le nez un après-midi de somnolence. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les sourcils froncés, en parcourant des centaines de commentaires, de tags et de partages. « Toi, chérie, dit doucement Nora. C'est toi qui sauves les gens avec tes mots. » Au début, Sophia fut stupéfaite. Puis bouleversée. Puis effrayée. Elle ne voulait pas de célébrité. Elle ne voulait pas que Richard la trouve. Mais avant que la panique ne la gagne, une enveloppe arriva. À l'intérieur se trouvait une offre de contrat, simple, respectueuse, professionnelle, sans nom d'expéditeur. Juste un mot tapé proprement, je crois en ta voix. Le monde aussi. Laisse-moi t'aider à voler. C'était signé anonymement. Elle ne reconnaissait pas l'écriture. Mais quelque part à l'autre bout de la ville, Michael Pascal ferma son ordinateur portable et sourit faiblement, invisible, inaudible, mais profondément ému par la femme dont la douleur avait donné naissance à la beauté. Richard Pascal était assis derrière son bureau en noyer sur mesure, dans le bureau d'angle de Pascal Holdings, les yeux rivés sur les rapports trimestriels qui ne ressemblaient en rien à ce que ses comptables lui avaient promis. Les chiffres étaient erronés. Des portefeuilles entiers semblaient avoir changé de main, et les liquidités qui soutenaient autrefois son empire s'amenuisaient mystérieusement. Il aboya à son assistante d'aller chercher le directeur financier. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose clochait, trop pour être une erreur. Pendant des semaines, il avait été trop préoccupé par sa propre image, se délectant de l'attention médiatique que Lilian l'aidait à cultiver grâce à ses prouesses en relations publiques. Elle l'avait transformé en investisseur raffiné, en icône du luxe. Elle l'avait invité à des conférences de presse, l'avait entouré de célébrités et l'avait séduit avec plus que du charme. Il lui faisait confiance. Elle signait tous les documents qu'elle lui présentait, sans les lire en entier. C'est juste pour entretenir son image, avait-elle murmuré un soir en versant du champagne dans son verre. Laisse-moi m'occuper des choses ennuyeuses, mon amour. Mais ce n'était pas une question de maintien de l'image. C'était un braquage. Le premier vrai coup dur fut porté lorsque l'avocat de Richard le convoqua à un rendez-vous. Pas à son bureau, mais dans un lieu neutre, un signal d'alarme subtil. « Vous devriez peut-être vous asseoir », avait dit l'avocat en étalant les documents sur la table. La signature de Lilian était partout, dissimulée sous des sociétés écrans, des filiales d'investissement et de fausses autorisations que Richard avait activées sans le savoir. Elle avait transféré 31% des actions de Pascal Holdings sous son contrôle grâce à des transactions échelonnées et à des sociétés écrans. Juridiquement, c'était brillant. Moralement, c'était une pure trahison. La pièce tournoya. « C'est impossible. »« C'est ma partenaire, » murmura Richard. « Oui, » a corrigé l'avocat. « Elle a encaissé son argent il y a 3 jours et a disparu. Nous avons retrouvé 2 réservations de jet privé à son nom. Les 2 vols partaient pour Dubaï. Elle n'embarqua ni l'un ni l'autre. » Le téléphone de Richard sonna. C'était sa banque, la détection des fraudes avait gelé 3 comptes importants en raison d'activités offshore suspectes. Il a alors été pris de court, il avait été surclassé. De retour au bureau, le chaos a éclaté. Les membres du conseil d'administration ont paniqué. Les actionnaires ont exigé des réunions d'urgence. Les médias ont eu vent d'une restructuration interne et ont publié des titres faisant état d'une mauvaise gestion. Mais aucun d'eux ne connaissait encore la vérité. Richard Pascal avait été volé par la femme même à laquelle il avait consacré sa vie et son héritage. Lilian Patrick n'avait laissé aucun mot d'adieu, aucune confrontation, aucune trace. Juste un silence. La maison semi-enterrée qu'elle partageait autrefois avec Richard était vidée de tout son contenu, bijoux disparus, disques durs effacés, œuvres d'art effacées. Seule une trace de rouge à lèvres sur le miroir subsistait, à côté d'un simple trait griffonné en rouge. Il aurait fallu se méfier d'une femme qui gagne sa vie en créant des marques. Richard s'enfonça dans son fauteuil en cuir, les murs de son empire se refermant sur lui.
Il avait laissé Sophia sans rien. Il comprenait enfin ce que cela faisait. Le gala annuel, Voices of Change, était l'événement littéraire le plus attendu de Londres, réunissant auteurs, philanthropes, magnats des médias et personnalités influentes. Le tapis rouge devant l'hôtel Grand Marlowe scintillait sous les flashs des appareils photos, tandis que les voitures élégantes s'alignaient à l'entrée. Ce soir-là, un silence particulier régnait dans la foule lorsqu'une limousine noire, plus longue que toutes les précédentes, s'arrêta au bord du trottoir. Les portes s'ouvrirent et le silence laissa place à l'émerveillement. Sophia Ethan sortit lentement, vêtue d'une robe fluide en satin blanc cassé qui effleurait le sol à chaque pas. Ses boucles brunes étaient fixées en ondulations douces, son maquillage subtilement adrogal. Dans chaque main, elle tenait un enfant, Joseph et Joshua, vêtus de smoking bleu marine assortis, chacun tenant ses doigts avec une curiosité innocente et une fierté dans le regard. Les journalistes ne la reconnurent pas au premier abord, mais les flashs des appareils s'intensifièrent lorsque quelqu'un murmura le pseudonyme qui avait fait le buzz, Ethan Grace. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Rédacteurs, poètes et influenceurs se penchaient pour mieux l'observer. Elle était restée anonyme pendant des mois, son identité farouchement protégée, jusqu'à ce soir. Sophia dépassait la foule médusée sans la moindre arrogance. Son expression était posée, gracieuse. Les jumeaux suivirent, la tête haute comme des petits princes escortant leur reine. Dans la salle de bal, les lustres brillaient comme des constellations, et la musique s'échappait d'un piano à queue. Mais tout cela s'estompa dès que Richard Pascal se tourna vers l'entrée, une flûte de champagne à la main. Son rire s'éteignit dans sa gorge. Son sourire disparut. Son verre pencha, oublié. Son regard se fixa sur la femme dont il s'était moqué, qu'il avait rejetée, dont il s'était moqué. Sophia ne faiblit pas en le voyant. Elle ne sia pas. Elle fit simplement un signe de tête à l'accueillant, guida ses enfants à leur table et s'assit, baigné d'élégance, enveloppé de puissance. Richard resta figé, incapable de parler, tandis que la salle bourdonnait. Les murmures se transformèrent en conversation. C'est elle ? Elle a écrit « La fenêtre de la veuve ». Elle est à couper le souffle. Il recula en titubant, réalisant que la femme qu'il avait jetée à la rue évoluait désormais parmi l'élite londonienne. Avec grâce. Avec des fils. Avec une limousine. Et sans lui, Lilian lui avait volé sa fortune. Le monde l'avait oublié. Et Sophia s'était levée, non pas malgré ce qu'il avait fait, mais à cause de cela. Un serveur lui demanda poliment s'il voulait bien s'asseoir. Richard ne répondit pas. Il l'observait de loin, tandis que les projecteurs se braquaient sur sa table, les flashs des appareils photos s'allumant, l'admiration naissante. Elle ne se retourna jamais. Pas une seule fois. À l'aube du lendemain matin, Sophia Ethan n'était plus seulement un nom caché derrière un pseudonyme. Elle faisait la une des journaux du monde entier. Tous les grands médias s'étaient emparés de l'affaire. Ethan Grace a révélé qu'une mère célibataire à l'origine de poèmes viraux se rendait à un gala avec ses jumeaux, criant sur une couverture. Les réseaux sociaux ont explosé, des hashtags comme « Vrai Ethan Grace »,« Sophia la poète » et « Reine des mères jumelles » ont fait fureur à travers le Royaume-Uni, se répandant en Europe, puis en Amérique. En quelques heures, blogs, talk-shows et podcasts d'influenceurs ont décortiqué son identité, son histoire et, plus choquant encore, son lien avec Richard Pascal. Les journalistes d'investigation n'ont pas perdu de temps. De vieilles photos de mariage ont été exhumées. Des documents d'enregistrement de son entreprise sous son nom de jeune fille ont été mis au jour. Quelqu'un a même retrouvé des images d'elle sortant de Pascal Holdings, humiliée et trempée par la tempête, il y a quelques mois à peine. Chaque image de sa réapparition racontait l'histoire dévorée par le public, celle d'une femme abandonnée, renaissant triomphalement. Sophia n'avait pas sollicité l'attention, mais elle est venue quand même. Les paparazzi campaient devant le café de Nora. Les demandes d'interview affluaient dans la boîte mail de son éditeur. Les magazines proposaient des articles exclusifs. Les maisons de couture offraient des robes gratuites. Le monde l'adorait, non seulement pour son talent, mais aussi parce qu'elle avait souffert, enduré et s'était élevée sans scandale ni apitoiement. Une femme mystérieuse qui avait profondément aimé, cruellement brisée et qui, d'une certaine manière, avait trouvé la beauté dans cette destruction. Les jumeaux, Joseph et Joshua, devinrent aussi des symboles appréciés, photographiés dans leurs minuscules costumes, tenant les mains de leur mère comme des gardes d'honneur miniatures. Tout le monde voulait savoir qui était leur père. Sophia,
dans chaque interview qu'elle acceptait avec soin, ne le nomma jamais. Je préfère parler de ce que j'ai construit, a-t-elle déclaré doucement lors d'une émission matinale de la BBC. Pas de ce que j'ai perdu. Mais cette retenue n'a fait qu'alimenter les spéculations. Les points se sont rapidement connectés. La chute de Richard, la disparition de Lilian et l'ascension poétique de Sophia formaient un cercle parfait, et les médias n'en avaient plus qu'à se lasser. Richard a suivi le déroulement de l'histoire comme un homme se noyant au ralenti. Son visage, autrefois admiré, figurait désormais parmi les gros titres qui raillaient son arrogance. L'homme qui riait trop vite devint un mème. Les animateurs de talk-shows de fin de soirée l'ont critiqué. Des sources anonymes de son ancienne entreprise ont divulgué des histoires de crises de colère au sein du conseil d'administration et de reproches injustifiés. Richard a tenté de publier des déclarations, clamant son innocence, qualifiant le silence de Sophia de manipulation. Mais le public avait choisi son héroïne. Elle n'avait pas dit du mal de lui, et pourtant sa ruine semblait due à sa dignité. Il était devenu un exemple édifiant. Pendant ce temps, Sophia continuait d'écrire, d'élever ses fils et de garder une posture droite. Elle n'a pas riposté, n'a pas riposté. Elle a simplement bien vécu, et cela a suffi à ébranler le monde. La salle d'audience était bondée de journalistes, les flashs des appareils photos s'allumaient devant les hautes portes vitrées et les murmures parcouraient la galerie comme le vent. Tout le monde était venu assister à la tempête qui se cachait derrière la poésie, au règlement de compte final entre la femme qui s'était levée en silence et l'homme qui l'avait ensevelie sous ce silence. Sophia Ethan entra avec une assurance tranquille, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine et de talons bas, les cheveux relevés en une douce chignon. À ses côtés se tenait son équipe juridique, vive, posée et imperturbable. Richard Pascal, quant à lui, était assis à la table des accusés, l'air vide. Les derniers mois l'avaient épuisé, son empire s'était effondré, ses avoirs gelés et son image publique ternie. Il se battait désormais pour la garde de ses enfants et une indemnisation qu'il n'avait jamais anticipée, dans une salle où le vent avait définitivement tourné contre lui. Sophia n'avait pas besoin de mise en scène. Elle n'a pas pleuré à la barre. Elle a répondu à chaque question avec clarté et retenue, détaillant l'abandon émotionnel, l'expulsion sans soutien et la naissance de ses jumeaux pendant un orage, sans assistance, dans une chambre empruntée au-dessus d'un café. Elle a présenté les dossiers médicaux, les justificatifs de dépenses, les inscriptions scolaires et les preuves de l'instabilité financière de Richard découlant des récentes transactions. Mais le plus accablant était la vidéo de surveillance découverte par son équipe, le rire moqueur de Richard lorsqu'elle lui a annoncé sa grossesse, filmée par une caméra de sécurité située à l'extérieur de son bureau. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait. Même le juge resta bouche bée. L'avocat de Richard tenta de contre-attaquer, invoquant une détresse émotionnelle, des pressions professionnelles et insinuant même à tort que Sophia avait caché sa grossesse pour le manipuler. Mais il était trop tard. Sa réputation était déjà réduite en cendres, et la vérité se dressait fièrement, talons hauts et dignité, devant le juge. Lorsque le jugement fut rendu, le silence absolu régna dans la salle d'audience. La garde exclusive de Joseph et Joshua fut accordée à Sophia Ethan, avec une pension alimentaire rétroactive et des dommages et intérêts pour l'abandon, les frais prénataux et le traumatisme. Les paroles du juge ont résonné avec force, le tribunal considère que la conduite de M. Pascal est à la fois négligente et émotionnellement abusive. Sophia hocha légèrement la tête, non pas en signe de victoire, mais en guise de conclusion. Richard ne dit rien. Il ne la regarda pas. Il ne regarda pas les photos de ses fils présentées au procès. Il fixa simplement le vide et l'humiliation, un homme défait par la femme qu'il avait autrefois laissé derrière lui. Alors que Sophia sortait de la salle d'audience, des éclairs éclatèrent à nouveau. Les journalistes l'appelèrent. Elle serrait fermement les mains de ses fils lorsqu'ils la rejoignirent depuis le salon privé. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. La loi avait parlé. Le monde l'avait vue. Et Richard Pascal avait payé, non seulement avec de l'argent, mais avec tout ce qu'il croyait autrefois intouchable. Le parc était calme ce dimanche après-midi, baigné d'une lumière dorée et bercé par le bruissement des feuilles au gré de la brise. Richard Pascal était assis sur un banc usé par les intempéries au fond des jardins de Kensington, vêtu d'une simple veste et d'un jean. L'anonymat était devenu sa nouvelle tenue. Ses chaussures autrefois cirées étaient maintenant éraflées, et sa démarche autrefois fière était devenue prudente. Il était venu ici souvent ces dernières semaines, attiré par le calme, l'absence de flash d'appareils photo et d'escaliers de salle d'audience.
L'air de jeu toute proche résonnait de rires et de cris perçants, et c'est là, à la lisière de ce joyeux chaos, que deux garçons attirèrent son attention. Ils étaient identiques, âgés d'environ 6 ans, tous deux aux cheveux noirs, aux yeux brillants, vêtus de pulls bleu marine et de jogging gris assortis. Ils se poursuivaient avec une énergie débordante, riant librement, leur joie étant sans filtre. Quelque chose d'étrange chez eux le retenait captif. Quand leur ballon roula à ses pieds, Richard le ramassa machinalement. L'un des garçons accourut, essoufflé et souriant. « Merci, monsieur, dit-il d'une voix légère mais assurée. Richard sourit faiblement et rendit le ballon. « Vous êtes seuls ici, les gars » demanda-t-il, plus par instinct que par intérêt. « Maman va chercher du café au stand là-bas » dit l'autre garçon, qui avait rejoint son frère. « Elle nous laisse jouer ici pendant qu'elle regarde. » Richard hocha lentement la tête, remarquant la symétrie dans leurs traits, les mêmes yeux, la même fossette sur la joue gauche quand il souriait. Il lui rappelait quelqu'un. Quelqu'un depuis longtemps enfoui sous la honte et le regret. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Je m'appelle Joshua » dit fièrement le premier garçon. « Et je m'appelle Joseph » intervint le deuxième. « Mais on n'a pas le droit de parler trop longtemps aux inconnus » ajouta Joseph. « Maman dit que certaines personnes font semblant d'être gentilles. » Le sourire de Richard s'estompa légèrement. « Maline, maman, dit-il doucement, la poitrine serrée. Vous avez l'air forts tous les deux. » Joshua hocha la tête. « Maman dit qu'on a son cœur dans ses yeux. Nous ne savons pas qui il est, mais elle dit qu'il ne nous comprendrait pas de toute façon. » Ça lui fit l'effet d'une lame. Richard cligna lentement des yeux, la confusion se mêlant à un étrange sentiment de reconnaissance. « Elle dit ça » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Joseph haussa les épaules. « Elle le dit quand elle croit que nous dormons. » La balle retomba entre eux. De loin, Sophia s'approcha, tenant 2 tasses chaudes. Elle paraissait calme mais vigilante, chaque pas posé. Les garçons coururent vers elle sans hésiter. Richard resta figé, toujours assis sur le banc, les regardant l'enlacer. Elle lui jeta un bref coup d'œil, et une lueur indéchiffrable traversa son visage. Puis elle se retourna et s'éloigna, ses fils à ses côtés. Et Richard Pascal, père de sang mais étranger par choix, se retrouva seul, avec rien d'autre qu'une vérité qu'il n'avait jamais vue venir. Le soleil matinal brillait sur le littoral cristallin de Marbella, en Espagne, projetant des reflets chatoyants sur les vitres teintées du Grand Azra Resort. Les touristes se prélassaient au bord de la piscine à débordement en sirotant des cocktails, ignorant que dans la suite 17A, l'empire de Lilian Patrick s'effondrait. Drapée dans des robes de soie et entourée de bagages de créateurs, elle arpentait sa suite avec la même assurance qu'elle avait utilisée pour accéder au pouvoir. Depuis sa disparition de Londres, elle vivait comme une reine, passant d'une villa méditerranéenne à l'autre, transférant des fonds entre des comptes offshore et séduisant des investisseurs étrangers sous de fausses identités. L'entreprise de Richard ayant été démantelée et sa trahison dissimulée sous des signatures habilement dissimulées, Lilian se croyait intouchable. Elle passait ses journées dans des boutiques de luxe et des clubs de plage privés, tandis que le monde cherchait son ombre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le filet se resserrait silencieusement autour d'elle depuis des semaines. Interpol surveillait. Il traquait les pseudonymes. Il surveillait l'activité des comptes, ce qui menait à des sociétés écrans caribéennes et à des traces numériques cryptées. Tout avait commencé par une simple information, un fichier anonyme envoyé à une cellule internationale de lutte contre la fraude, contenant des feuilles de calcul, des enregistrements vocaux et des informations sur les déplacements. L'affaire avait rapidement pris de l'ampleur, attirant l'attention de plusieurs juridictions. Les autorités avaient suivi les déplacements de Lilian grâce à ses réservations d'hôtels, ses locations de voitures et ses virements bancaires, dressant peu à peu le portrait d'une fugitive internationale vivant luxueusement de richesses volées. À 9h43, alors que Lilian s'apprêtait à régler ses frais et à partir pour la prochaine étape de ses vacances, on frappa à la porte. 2 policiers espagnols et un agent d'Interpol entrèrent dans le couloir lorsqu'elle ouvrit la porte, son expression passant de sereine à stupéfaction en un clin d'œil. « Lilian Patrick » dit calmement l'agent, « vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, détournement de fonds et usurpation d'identité. » La scène fut rapide et impitoyable. Les clients du complexe hôtelier furent stupéfaits de voir la femme arriver la veille dans une Bentley avec chauffeur être escortée dehors, menottée, ses lunettes de soleil toujours perchées inutilement sur son visage. Les caméras cliquèrent. Les téléphones ont enregistré. La vidéo a fait le tour d'Internet en quelques minutes. Sa maîtresse est devenue fugitive,
Lilian Patrick a été arrêté et l'Espagne a fait la une des journaux. De retour à Londres, Richard vit la nouvelle défiler sur sa tablette, assis seul dans un appartement lugubre, le reste de son héritage envolé. Il regarda l'écran avec incrédulité, puis eut un rire amer, bref, sec, vide. La femme qu'il croyait l'avoir élevée était enfin démasquée. Mais l'ironie était cruelle, elle ne réparait pas les dégâts. La chute de Lilian fut retentissante, publique et spectaculaire. Et pourtant, pour Richard, elle ne fit que souligner ce qu'il avait déjà perdu. Ni la richesse, ni le statut social. Mais la seule femme qu'il avait aimée avant lui était vraiment quelque chose. Le cottage au bord de la mer était silencieux, ses rideaux blancs flottant dans la douce brise qui embaumait le sel et le pain. Sophia se tenait là, pieds nus, les doigts légèrement tremblants, tenant l'enveloppe. Elle était arrivée le matin même, non affranchie, remise en main propre par un coursier sans adresse de retour. L'écriture lui était familière. Trop familière. Elle l'avait contemplée pendant 1 heure avant de l'ouvrir, incertaine de savoir ce qu'elle contenait. Mais la curiosité était une compagne tenace, et elle finit par déchirer le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre d'1 page, écrite à l'encre. Les traits étaient irréguliers, le ton empreint de remords. C'était Richard. Il n'implorait pas pardon, pas directement. Ses mots étaient empreints de regret, mais sans clarté. Il parlait de solitude, d'avoir été trompé, de voir le monde continuer sans lui. Il mentionnait ses garçons, ses fils, disant qu'il les avait vus par hasard, qu'il lui rappelait des choses qu'il avait enterrées. Il n'avait pas demandé à les rencontrer. Il n'a même pas demandé à être reconnu. Il a simplement écrit « Je ne m'attends pas à ce que tu t'en soucies désormais. Je voulais juste que tu saches que moi, je m'en soucie. » Finalement. Il n'y avait aucune mention de Lilian, aucune excuse pour la nuit où Sophia était restée seule dans son bureau, enceinte et humiliée. Juste des réflexions sur ce qu'il avait perdu, pas sur ce qu'il avait brisé. Sophia l'a lu 1 fois. Ses mains ne tremblaient pas. Ses yeux ne pleuraient pas. Elle ne ressentait qu'un calme absolu, comme si elle se tenait au milieu des ruines d'une maison qui lui avait autrefois semblé être son foyer, mais qui n'avait plus aucun pouvoir. Elle se dirigea vers l'arrière de la maison, où la mer caressait les rochers et où le vent lui emmêle les cheveux. Elle tenait toujours la lettre. Joseph et Joshua jouaient dans le sable non loin de là, leur rire s'élevant comme une musique dans l'air. Elle les regarda, sa force, sa vérité, son avenir. Puis elle reporta son regard sur le papier qui représentait un passé auquel elle ne devait plus rien. Sans cérémonie, sans un mot, elle approcha le bord de la lettre de la flamme de la lanterne près de la balustrade. Le papier prit aussitôt, s'enroulant sur lui-même tandis que l'encre noircissait et que les mots disparaissaient. Elle le regarda se réduire en cendres, le regard calme. Le vent emporta la dernière braise au-dessus de l'eau. Il n'y aurait aucune réponse. Plus rien ne pourrait s'approcher. Le pont menant à Richard Pascal avait brûlé. Et Sophia ne l'avait pas laissé brûler, elle avait allumé l'allumette elle-même. Le bureau surplombait la Tamise, enveloppé de verre qui reflétait l'horizon tel un miroir des possibles. À l'intérieur, la lumière du soleil inondait les sols cirés, les premières éditions reliées en cuir et le logo élégant d'Archwell Publishing gravé sur le mur du fond. Sophia était assise à la longue table en acajou, entourée de son agent littéraire et de 2 rédacteurs en chef, les mains jointes, le sang-froid intact. Elle portait un chemisier crème rentré dans un pantalon tailleur, ses boucles tombant en cascade sur ses épaules en ondulations douces. Son calme, bien que rayonnant, avait du poids. Elle n'était plus la même femme qui tremblait autrefois derrière un magasin pendant un orage. Elle était désormais la voix littéraire la plus demandée d'Europe. Après des semaines de surenchères, d'appels internationaux et de reportages dans les médias du monde entier, l'offre finale lui est parvenue, un contrat d'édition à 7 chiffres. Non seulement pour ses poèmes, mais aussi pour des mémoires, une série jeunesse inspirée de Joseph et Joshua, et des conférences dans le monde entier. Le silence s'installa dans la salle lorsqu'on lui passa la main. Elle le tint un instant, les doigts flottants. Il fut un temps où elle pensait que sa voix n'aurait aucune importance, qu'elle suffirait à résonner dans les journaux cachés sous les oreillers et les tables de nuit. Mais désormais, ces mots étaient devenus un remède pour des millions de personnes. Son poème, La fenêtre qu'ils ont fermée sur moi, avait été traduit en 19 langues. Un autre, Maison sans excuse, était tatoué sur les bras de femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Le poids de cette vérité s'installa dans sa poitrine tandis qu'elle appuyait la plume sur le papier. À dessein, murmura-t-elle, signant son nom, Sophia Ethan,
non pas en tant que victime, mais en tant que femme qui s'est reconstruite à partir de ses cendres. Des applaudissements suivirent. Des mains se serrèrent. On lui offrit du champagne. Mais Sofia déclina l'invitation. Elle s'éclipsa alors sur le balcon de l'éditeur, où la brise l'accueillit comme une vieille amie. Elle contemplait la ville qui lui avait autrefois tourné le dos, la ville où elle avait été invisible, et maintenant elle se tenait au-dessus d'elle. Pas seulement vue. Connue. Respectée. Ce soir-là, Sofia retourna au cottage tranquille où ses fils l'attendaient avec du chocolat chaud et des livres pour dormir. La nouvelle ne leur était pas encore parvenue. Pour eux, elle n'était que maman, la femme qui embrassait leurs genoux écorchés et leur racontait des histoires avant de dormir avec des voix différentes. Elle était assise entre eux, une tête sur chaque épaule, lisant à voix haute un brouillon inédit. Ils ignoraient que leur nom figurerait bientôt sur les étagères des librairies du monde entier. Ou que leur mère venait de signer un contrat qui les rendrait millionnaires avant leur prochain anniversaire. Mais Sofia se fichait de la célébrité, de l'argent ou de la presse. Ce qui comptait, c'était que son histoire soit médiatisée. Elle s'était levée. Et cette fois, personne ne pouvait la réduire au silence par le rire. Le jardin derrière la maison de campagne Michael Pascal était baigné d'une lumière dorée, le ciel se teintant de lavande et de feu tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Le lierre rampait le long des murs de pierre du domaine, et les lianes de jasmin dansaient doucement dans la brise. Une table avait été dressée sous un cerisier en fleurs, rien d'extravagant, juste une nappe simple, 2 assiettes de pâte chaude et une bouteille de vin débouchée. Sofia était assise en face de Michael, les doigts enroulés autour d'une tasse en céramique, le visage rayonnant de contentement. Ils avaient partagé de nombreux dîners comme celui-ci ces derniers mois, discrets, intimes, sans fanfare. Depuis le succès fulgurant de son succès éditorial, Michael était son point d'ancrage, n'essayant jamais de partager sa vedette ni de réécrire son histoire. Il était présent mais jamais intrusif, le genre d'homme qui en disait long dans son silence. Et ce soir-là, il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ni de la crainte ni de l'admiration. Quelque chose de plus profond. Ils avaient passé l'après-midi à marcher le long des falaises avec les jumeaux, à ramasser des coquillages et à inventer des noms pour les nuages. Joseph s'était endormi dans les bras de Michael au retour, et Joshua s'accrochait à la main de Sofia comme toujours. C'était devenu naturel, ce rythme, cette proximité. Et pourtant, Michael n'avait jamais insisté davantage. Jusqu'à maintenant. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait sous les arbres, il fouilla dans la poche de son manteau, non pas pour une bague, mais pour un petit livre usé par les intempéries. Il le posa délicatement sur la table et le fit glisser vers elle. C'était son premier journal de poésie manuscrit, celui qu'elle croyait avoir perdu. Elle haleta, ses doigts parcourant le dos fissuré. « Je l'ai fait restaurer, dit-il doucement. Je l'ai trouvé dans le grenier de Nora, entre de vieux livres de recettes. » Elle pensa qu'il méritait mieux que de la poussière. Elle l'ouvrit lentement et, coincée entre les dernières pages, se trouvait une feuille de parchemin pliée, avec son nom écrit de sa main. Son regard croisa le sien, confus. « Ouvre-le, dit-il. » Elle déplia le mot. Ce n'était pas un discours. Ce n'était même pas long. Juste 4 lignes, écrites de l'écriture penchée de Michael S. Familiar. J'étais tombée amoureuse de ton silence avant même que ta voix ne m'atteigne. Tu m'as apporté la paix dans un monde obsédé par le bruit. Si jamais tu as envie de choisir quelqu'un à nouveau, choisis-moi. Sofia leva les yeux, le souffle partagé entre incrédulité et tendresse. Pas de diamant. Pas de public. Juste de l'honnêteté. Juste lui. Michael tendit la main par-dessus la table et lui prit la sienne. Sofia et Anne, veux-tu m'épouser? Le jardin retint son souffle. Le vent aussi. Et après un instant de stupeur, elle hocha la tête, sans un mot, sans une larme, juste un sourire rempli de toutes les réponses qu'il avait espérées. L'auditorium bourdonnait de bavardages discrets, cette chaleureuse anticipation qui accompagnait toujours les représentations scolaires. Des rangées de parents, de tuteurs et de frères et sœurs fiers de leur enfant occupaient les chaises, téléphones et appareils photo à la main, impatients d'immortaliser le moment de leurs enfants sous les projecteurs. Sofia était assise au centre du 4e rang, les paumes légèrement moites, le cœur battant non pas sous l'effet de la nervosité, mais d'une émotion débordante. À côté d'elle, Michael, vêtu d'un pull bleu marine, posait son bras sur le dossier de sa chaise. Le programme sur ses genoux indiquait « Vitrine de la journée des fondateurs, nos héros, nos foyers ».
Joshua et Joseph devaient se produire en dernier. Sophia n'avait pas assisté à une répétition. Les jumeaux avaient supplié qu'on leur garde la surprise, insistant pour qu'elles ne jettent même pas un œil à leur manuscrit. « Tu vas pleurer » prévint Joshua d'un ton enjoué. « Et on pleure toujours quand on est heureux » ajouta Joseph. Elle avait ri alors. Mais maintenant, assise sous les projecteurs, elle n'était plus si sûre de ne pas le faire. Quand leurs noms furent enfin appelés, la foule se tut. Le rideau se leva pour révéler ses fils, vêtus de gilets gris assortis et de nœuds papillons rouges, se tenant fièrement devant des décors en carton peint à la main, l'un représentant une maisonnette douillette, l'autre un livre grand ouvert. Joseph s'avança le premier. « Notre hommage n'est pas seulement pour notre mère, dit-il avec assurance, la voix claire. C'est pour toutes les mères qui ont dû tout recommencer, même quand le monde leur disait d'arrêter. » Des murmures parcoururent la pièce. Joshua suivit, tenant un exemplaire du recueil de poésie à succès de Sophia. « Nous avons grandi avec des histoires écrites dans des cahiers avant de dormir, a-t-il dit. Nous avons grandi en observant quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, car il s'est sauvé lui-même. » Puis, à l'unisson, ils ont commencé leur pièce, un mélange de spoken word et de performance, élaboré avec soin. Ils récitèrent des vers adaptés des poèmes de Sophia, réécrits à travers le regard d'enfants qui avaient vu leur mère renaître de ses cendres. Leur jeune voix portait des mots emplis de courage, de chagrin et de triomphe. Des halètements et de doux sanglots emplirent l'auditorium. À un moment, Joseph brandit un dessin de la nuit où Sophia les avait ramenés de l'hôpital, emmitouflés dans une couverture, les deux garçons dans ses bras sous un orage. Joshua conclut avec la phrase finale, « Certains héros ne portent pas de cape. » Les nôtres portaient des manteaux de seconde main, cousus avec amour. Une ovation debout éclata avant même qu'ils ne descendent. Sophia se serra la poitrine, les larmes aux yeux. Michael lui serra la main mais ne dit rien, c'était son moment. Les flashs des appareils photo, les professeurs pleuraient et les parents s'essuyaient les larmes. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Sophia. Elle ne voyait que ses fils, radieux, forts et courageux, qui faisaient de son histoire un héritage. L'éclat ne venait pas seulement des projecteurs. Il venait de l'intérieur. La mer s'étendait à perte de vue au-delà des hautes baies vitrées du manoir, les vagues déferlant comme les murmures d'un monde enfin apaisé pour elle. La lumière matinale dansait sur le carrelage ivoire tandis que Sophia et Anne se tenaient pieds nus dans l'entrée de sa nouvelle demeure, enveloppée dans un peignoir, une tasse de thé fumante à la main. L'air sentait la peinture fraîche, le sel marin et les débuts. Elle avait baptisé le domaine Evelyn Cove, en hommage à sa grand-mère qui l'avait élevée en lui lisant des histoires avant de dormir et en tenant un journal intime les jours de pluie. Niché sur la côte du sud du Devon, le domaine s'étendait sur des hectares de collines verdoyantes qui se prolongeaient par des falaises abruptes. Il n'était pas opulent comme l'avait été le Penthouse de verre et d'or de Richard. Il était plus doux, plus chaleureux, bâti avec réflexion et poésie dans sa structure. Des étagères allant du sol au plafond bordaient la bibliothèque, chacune remplie d'auteurs qu'il avait autrefois guéris. La suite parentale s'ouvrait sur un jardin où des fleurs sauvages s'épanouissaient sans retenue. Ce n'était pas seulement un lieu de vie. C'était un sanctuaire. Les jumeaux couraient pieds nus dans les couloirs, leur rire résonnant dans les pièces ouvertes. Joseph avait déjà pris possession de la salle de la tour et l'avait remplie de cartes du ciel et de fusées en plastique. Joshua a choisi celle avec le balcon bleu, disant qu'elle ressemblait à une pirogue. Chaque porte ouvrait sur une histoire. Chaque pièce leur offrait un espace pour respirer, grandir et rêver. Sophia les regardait jouer depuis l'arcade de la cuisine tandis que Michael, vêtu d'une chemise en lin aux manches retroussées, déballait un carton étiqueté épices et en cas secret. C'était le premier jour à la maison, et pourtant, c'était déjà un souvenir. Elle sourit en posant son thé et, avec lui, rangea les étagères. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ce n'était pas nécessaire. Le silence entre eux était chaleureux, empli de respiration partagée et d'une paix entendue. Plus tard dans la soirée, après un dîner sur la terrasse et une promenade tranquille le long des falaises, Sophia se tenait seule sous l'arche du jardin. Le vent s'enroulait dans ses cheveux. Sa robe flottait doucement. Au loin, la mer murmurait contre les rochers, comme des applaudissements qu'elle seule pouvait entendre. Elle absorbait tout, les rires des chambres à l'étage, l'or pâlissant à l'horizon, le léger craquement de la balançoire sous le vieux chêne. Voilà à quoi ressemblait la guérison. Pas bruyant. Pas pressé. Mais sûr et sacré. Elle avait connu la douleur, la trahison, l'humiliation et la perte. Mais maintenant,
elle connaissait quelque chose de bien plus grand, la peine de la survie et la beauté sculptée dans la ruine. La nouvelle vie était arrivée. Et elle l'avait construit, mot à mot, étape par étape, tempête après tempête. Le ciel de Londres était teinté des teintes sombres d'un soir qui approchait, la ville animée par le bourdonnement de la circulation et la lueur des lumières qui clignotaient comme des étoiles qui arrivent tôt. Richard Pascal se tenait près de l'entrée majestueuse du Carlton Regent Hotel, vêtu d'un trench coat usé qui avait depuis longtemps perdu son élégance. Il n'était plus là en tant qu'invité. Cette époque était révolue. Il travaillait désormais comme consultant en logistique, gagnant à peine sa vie, sous contrat avec une société tierce qui gérait les livraisons pour des événements prestigieux. Ce soir-là, il faisait partie de la main-d'œuvre invisible, dressant des barricades, vérifiant les badges, examinant les listes des invités pour un gala de charité d'élite organisé par Archwell Publishing. Un cruel coup du sort. Il n'avait pas été invité. Il n'oserait pas se montrer à l'étage. Pourtant, il était là, bloc-notes à la main, l'épaule douloureuse, les bottes humides de la bruine. Son nom ne voulait plus rien dire. Son passé était une blague. Pourtant, une part de lui ne pouvait détacher son regard du chapiteau lumineux, des cordes de velours, des limousines qui s'arrêtaient au bord du trottoir comme des chars d'un autre monde. Puis, c'est arrivé. Une élégante limousine noire aux accents chromés et aux vitres teintées. L'air changea. Les murmures commencèrent avant même que la portière ne s'ouvre. Les photographes se sont précipités vers la barricade. Les invités ont marqué une pause au milieu de la conversation. Richard a fait un pas prudent en avant, attiré par son instinct. La porte s'ouvrit et Sophia Ethan en sortit. Sa robe bleu nuit, tombant en douces ondulations soyeuses, épousait sa silhouette comme taillée par la lumière des étoiles. Ses cheveux étaient élégamment coiffés sur le côté, ses boucles d'oreilles reflétant le scintillement des lumières clignotantes. Mais ce n'était pas sa beauté qui figeait Richard, c'était sa présence. Elle marchait lentement, résolument, incarnation même de Grace Holm malgré la douleur. Et derrière elle, tel un cortège royal, marchaient Joseph et Joshua, lui tenant la main. Leur smoking était assorti. Leur visage rayonnait de fierté. La foule rugissait. Les caméras claquaient comme le tonnerre. Richard ne pouvait plus bouger. Il se tenait là, tel un fantôme, incapable de respirer, tandis que Sophia passait, à 3 mètres, puis à 1,50 m. Pendant un bref instant, son regard croisa le sien. Ni avec malice, ni avec pitié. Juste de l'indifférence. Celle qui brûle plus que la rage. Elle le regarda, lui fit un signe de tête et continua son chemin, porté par l'élégance, entouré d'amour, enveloppé de tout ce qu'il avait jadis rejeté. Les journalistes l'appelèrent. Les portes de l'hôtel s'ouvrirent pour l'accueillir. Les jumelles se retournèrent pour sourire à la foule. Puis ils disparurent à l'intérieur. Les portes de la limousine se refermèrent derrière eux. Richard resta sous la pluie, invisible, trempé de tout ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une vengeance. C'était bien pire. C'était le dernier rire, et ce n'était pas le sien. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.